ce qu'il fait. Si on réfléchit bien, ça n'est même pas dans l'intérêt des populations juives d'Israël. Est-ce qu'elles vivent en sécurité? Je pense qu'Israël est l'endroit où les juifs peuvent se sentir le moins en sécurité dans le monde. Donc il est temps d'ouvrir les yeux. Moi, je pense qu'il faut cesser de parler le langage de la haine. Je pense que les solutions, elles existent. Elles ont même été proposées par les Palestiniens depuis longtemps, à partir de 67-68. Aussi bien Arafat que le FPLP, les mouvements de gauche palestiniens et Ouattara, tout ça, ont proposé qu'il y ait un seul État, laïque, moderne, démocratique, où les juifs, les musulmans, les chrétiens, les laïcs pourront vivre sans discrimination, en parfaite égalité. C'est quand même ça l'idéal, un homme, une voix, la démocratie, pas de discrimination selon votre nationalité, votre origine, etc. Donc je pense que la solution, elle existe, et elle est au fond dans l'intérêt de la majorité des juifs d'Israël. C'est la seule façon de vivre dans une société qui va pouvoir alors entrer dans la paix, dans l'échange, dans la coopération et dans le respect mutuel. Moi, je pense que deux États côte à côte qui se regardent en chien de faïence, c'est pas une bonne idée. De toute façon, comment vous y arrivez? Il y a des Juifs partout, il y a des Palestiniens, des Arabes partout. Comment vous allez faire? Vous allez pratiquer la purification, le nettoyage, les Arabes d'un côté, les Juifs de l'autre. C'est pas une bonne solution humaine. Je pense que si on est d'accord qu'un homme voit un homme, qu'il n'y a pas de nation supérieure, de peuple élu par Dieu, etc., et que tous doivent bénéficier des mêmes droits, la seule solution, c'est que tous puissent vivre ensemble sur cette terre. Les Palestiniens n'ont jamais dit qu'il fallait chasser les Juifs à la mer et des choses pareilles. C'est des fantasmes, c'est des mythes. Donc, il y a place là-bas pour tout le monde, et tout le monde vivra beaucoup mieux, et il y aura beaucoup plus de prospérité et d'enrichissement mutuel si on vit en établissant des droits égaux pour tout le monde. Mais évidemment, à ce moment-là, on n'a plus le fil du pétrole, on n'a plus la base militaire des États-Unis, et on n'a plus un État armé avec une puissance nucléaire très forte, qui est une menace pour l'Irak, l'Iran ou tout pays arabe qui voudrait simplement être indépendant. Donc, le vrai, seul obstacle à la solution équilibrée, démocratique, moderne en Palestine, c'est les États-Unis, c'est les multinationales du pétrole comme Exxon, et ça, on doit le dire autour de nous pour que les gens comprennent qui empêche la paix au Moyen-Orient. C'est que les États-Unis, s'ils veulent, ils peuvent arrêter Israël en 5 minutes. 5 minutes. Israël est un État artificiel qui ne vit que grâce au financement de l'Europe et des États-Unis et à l'armement des États-Unis. C'est un État en déficit. Il n'est pas viable. Donc, en 5 minutes, ils peuvent tout arrêter. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'en réalité, Israël, dans leur idée, reste le flic du pétrole, reste un gendarme anti aux États-Unis et à l'armement des États-Unis. C'est un État en déficit. Il n'est pas viable. Donc, en 5 minutes, ils peuvent tout arrêter. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'en réalité, Israël, dans leur idée, reste le flic du pétrole, reste un gendarme anti-arabe, anti-musulman, et pour contrôler le pétrole. Ça, c'est la première chose. Alors Obama, évidemment, je sais, il a fait le discours du Caire, et les musulmans étaient contents, il n'y avait plus un président qui les insultait à tout bout de champ, il y avait un président qui semblait témoigner de respect, de compréhension, etc. Mais c'était des discours. Il n'a rien fait pour vraiment arrêter la colonisation, elle continue pire que jamais. On doit juger les gens sur leurs actes, pas sur les discours. Un deuxième aspect quand même, pour être bien complet. Justement, quand l'Israël a commencé à dire qu'il allait attaquer l'Iran, il y a eu une déclaration très étonnante de Zbigniew Brzezinski, qui était un ministre de Carter, qui n'est plus maintenant aux affaires, mais qui est un homme très très important. J'en parle dans mon livre « Les 7 péchés d'Hugo Chavez », parce qu'il dirige un des plus importants think tanks, des cercles de pensée, de réflexion, gouvernement de l'ombre en réalité, dirigé, financé par la famille Rockefeller de Exxon. Et Brzezinski, c'est probablement, avec Kissinger, une des 2 ou 3 personnes les plus influentes pour définir la stratégie des États-Unis. C'est lui aussi qui a dit qu'il fallait élire Obama dans l'intérêt des États-Unis et pas McCain ou Clinton. Bien. Brzezinski, quand Israël a menacé l'Iran, a une déclaration totalement surprenante. Il a dit « Si les avions d'Israël s'en vont bombarder l'Iran, alors la force aérienne des États-Unis devrait les intercepter ou même les abattre. » Vous entendez bien, donc les États-Unis qui devraient abattre des avions israéliens. Ça, tout le monde se demande pourquoi il dit ça en fait. Brzezinski, lui, c'est l'homme qui raisonne sur le long terme.
Les États-Unis sont en déclin, ils ont un très grand problème pour contrôler leur domination mondiale. Et quand Bush a dit qu'il allait attaquer l'Iran, Brzezinski lui a dit qu'il était idiot parce qu'il ne pouvait pas gagner contre l'Iran et que c'est pas ça qu'il fallait faire. Et la stratégie de Brzezinski, elle est autre. Lui, il voit plus loin. Et il dit que les deux grands ennemis que les États-Unis doivent absolument affaiblir et abattre, c'est la Russie et surtout la Chine. Et de ce point de vue-là, dit-il, il faut essayer que l'Iran soit non pas un ennemi, mais un allié. Et vous savez bien que les États-Unis ont toujours essayé de se rallier l'Iran et de l'utiliser. Et je crois que même maintenant, Brzezinski dit qu'il faut essayer de s'arranger avec des gens à Téhéran pour que l'Iran revienne comme un allié des États-Unis contre la Russie et la Chine. De ce point de vue-là, Israël est gênant. Parce qu'Israël, évidemment, en faisant la guerre toutes les 5 minutes, il empêche que les États-Unis se réconcilient avec l'Iran. C'est une aberration que les États-Unis fournissent l'arme nucléaire à l'Inde, au Pakistan, que Israël a 150 têtes nucléaires et ça personne n'en parle, et l'Iran n'aurait pas le droit. L'Iran a très bien vu. La Yougoslavie a été abattue parce qu'elle n'avait pas d'armes pour se défendre. L'Irak a été abattu parce qu'il n'avait pas d'armes pour se défendre. La leçon est claire. Si vous avez les armes pour vous défendre, on vous respectera un peu plus. Donc ça c'est clair. Donc l'Iran essaye de se protéger. Je ne pense pas que c'est un pays agressif et offensif. Il essaie de se protéger, de garantir sa sécurité. Il en a le droit. Et les États-Unis, ils n'ont pas encore définitivement choisi quelle est leur politique. Ils hésitent, c'est clair. Et tout ça vient de leur affaiblissement. Ils sont dans leurs petits souliers aussi par rapport à ce qu'a fait Israël. Et je crois qu'il y a une part de cinéma aussi là-dedans. Vous connaissez la théorie bien classique du gentil flic et du méchant flic. Le méchant flic vous tape avec la matraque, le gentil flic vous offre une cigarette et vous dit allez on va être potes. En réalité, je crois qu'Israël et les États-Unis jouent un peu comme ça. Et il y a beaucoup de comédie dans la mise en scène. Ouais, je pense. Mais c'est pas que de la comédie et ça reflète le problème des États-Unis de garder leur crédibilité. Ils ne peuvent pas attaquer tout le monde. Bush a attaqué l'Irak, l'Afghanistan, Israël a attaqué le Liban, et ils ont tous échoué. Donc, même si vous êtes les États-Unis, vous ne pouvez pas attaquer tout le monde en même temps. Poser la question aux médias français et européens, s'ils comptent en parler, s'ils disent non, pourquoi. Je pense que de toute façon, oui, le débat, il va avoir lieu. J'espère, dans certains médias, on verra. Mais surtout, le débat il va avoir lieu parce que ce livre est un appel aux simples gens, aux citoyens. Moi, je dis toujours, il n'y a pas besoin d'être journaliste pour informer, sur votre respect. Avec la discussion au travail, à l'école, dans les quartiers, avec Internet maintenant, on peut se faire une opinion, on peut informer, et on peut faire avancer les choses, et on peut faire comprendre ce qu'est Israël. Et ce livre-là, c'est vraiment un appel. Israël, c'est la dernière colonie au monde. Il est en train de commettre des crimes épouvantables et les Palestiniens souffrent terriblement. Et je pense que nous pouvons... La bataille, elle ne se joue pas seulement là, elle se joue aussi aux États-Unis et en Europe. Moi, je parle aux Européens, mais bien entendu, les Algériens ont aussi leur rôle à jouer. Tout le monde a son rôle à jouer maintenant. Le monde est un village. Et donc, on a un rôle très important à jouer. Il ne peut plus y avoir de tabou. On a le droit de parler d'Israël, on a le droit de parler de l'histoire, de ce qui s'est vraiment passé. On a le droit de parler des stratégies du pétrole qui sont derrière Israël et on a le droit de dire qu'il y a des solutions à ce problème et qu'il y a moyen, qu'il y a une solution. Donc ça c'est un appel à tout le monde. Israël, parlons-en, n'acceptons pas les tabous, n'acceptons pas le terrorisme intellectuel. C'est une question très simple que tout le monde peut comprendre. Si on dit à un enfant, il y avait des Palestiniens qui vivaient en 48 avant Palestine, et il y a des gens qui sont venus et qui les ont chassés ou mis dans des camps et qui ont dit cette terre est à nous, vous allez dehors. L'enfant comprendra. Pourquoi est-ce que l'adulte ne peut pas le comprendre? Si on apporte la bonne information, si on répond aux mensonges de la télé, je suis sûr que le bon sens va l'emporter. Merci beaucoup. Merci.